Ebongo Anatole et Yumamoto, doyen des centenaires de la communauté urbaine de Douala, est mort. Ancien élève de l'école normale de Foulassi, il est avec tous ses camarades de cette classe cette année, à qui les professeurs avaient demandé de composer un chant patriotique co-auteur de l'hymne national du Cameroun, contrairement à ce que certains démagogues veulent faire pour attribuer cette paternité à tel ou tel élève selon sa tribu. Enseignant, agent du cadastre, douanier, directeur du cabinet de son fils adoptif à la douane, Ngabanjana Medar, devenu ministre en 1958, il a participé à la création de l'école camerounaise d'administration, aujourd'hui ENAM, en 1959. Puis enfin, deuxième Camerounais, après Ethel Momo, a accédé au poste prestigieux de directeur de douane. En hommage donc à cette disparition de cet illustre Camerounais, nous avons décidé de vous rediffuser cette émission. Adieu Paye Bongo, maestro de la chorale d'hommes du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue à la tribune de l'histoire. Fidèle aux objectifs que votre télévision Canal 2 International s'est fixé, ces objectifs qui constituent essentiellement à faire connaître à certains d'entre vous ce qu'ils n'ont jamais connu et à d'autres ce qu'ils ont déjà sûrement oublié. La tribune de l'histoire, maillon donc d'exécution de cette politique, se veut aujourd'hui une émission pour vous rappeler ce qui s'est passé et que vous ne saviez pas. L'histoire, ce n'est pas seulement les hommes, mais c'est aussi les institutions. Et l'hymne national d'un pays en étant une. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de l'hymne national du Cameroun. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre d'une des personnalités, un de ceux qui ont assisté à la confection, participé à la confection de cet hymne-là. Il s'agit de Bongo Anatole. Il est comme cela au sein des villes, des points qui, aussi reculés qu'ils peuvent être, portent le symbole de l'histoire, ceci au regard de la qualité de leurs locataires. Ndokbon, quartier à la périphérie de Douala, se classerait facilement parmi ces derniers. C'est justement ici, au point dit parallèle 7, que la tribune de l'histoire s'est donné rendez-vous pour revisiter l'histoire du pays, celle de son hymne national, célébré à sa 77e année il y a encore quelques jours avec l'un de ses artisans. Lorsqu'il voit le jour, il pourra d'ailleurs le rectifier. Dans le département d'Unkam, à Bonavouri, en 1911, nul ne lui crédite un tel parcours. Anatole Ebongo, amoureux des domaines et de la géométrie, au départ finira directeur des douanes par la force des choses dans l'un des gouvernements post-indépendance entre 1968 et 1971. Âgé de 94 ans aujourd'hui, l'homme, bien qu'emporté par le poids des années, garde encore les souvenirs de sa tendre enfance, dont ceux de la célèbre école normale de Foulassi, où il a séjourné entre 1923 et 1928,
1928, année au cours de laquelle est né au Cameroun, berceau de nos ancêtres, chant de ralliement, identité d'un peuple jaloux de sa liberté, comme celle dans laquelle vivent le vieux et sa petite famille. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Ainsi que nous vous l'avons annoncé au début de cette émission, dans son introduction, nous allons aujourd'hui vous parler de l'hymne national du Cameroun. Car l'histoire d'un pays, ce n'est pas seulement des hommes, c'est aussi ses institutions. Et l'hymne national en étant une par excellence. L'hymne national du Cameroun a été confectionné en 1928 par un groupe de l'école normale de Foulassi. À cette école, à cette époque, M. Ebongo Anatole, ici présent, faisait partie. C'est pour ça que nous sommes venus le retrouver, afin qu'il nous parle de ce hymne et dans quelles conditions cela s'est passé. Papa Ebongo, vous allez donc nous dire dans quelles conditions l'hymne national du Cameroun a été fait. Mais avant tout, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils vous connaissent. Vous êtes né quand? Je suis né en 1911, le 11 août 1911, à Bonavouli, dans le CAM. À l'époque, le CAM appartenait encore à l'unité administrative de Douala, mais j'ai grandi dans le CAM et je suis un Camois. Vous avez donc 94 ans? J'ai 94 ans. J'ai fait mon école primaire, là où se trouve aujourd'hui le centenaire. L'église du centenaire? Oui, je suis ici sur 1923 et j'en suis sorti avec mon CEP en 1927 et j'ai été viré directement à l'école normale de Foulassi.
Vous avez donc passé votre CP en 1927. En 1927, à 16 ans malheureusement, parce que l'oncle qui me prenait en charge n'avait pas la chance de se trouver dans une localité où il y avait une école de français. Vous ne pouvez pas dire 16 ans. Alors j'ai donc commencé, plus tard. Oui, j'ai commencé donc l'école à 12 ans. L'école de français à 12 ans. C'est-à-dire en 1923. Oui. Et en 1927, vous avez passé le CEP. J'avais mon CEP. Et vous êtes allé à l'école normale de Foulassi. Oui, en août 1927. Août 1927. Bon, vous êtes resté à l'école normale de Foulassi. Pendant 3 ans, bien sûr. Jusqu'en 1930. Jusqu'en 1930. Et c'est pendant donc que vous vous trouviez qu'il y a eu cet hymne national qui a été confectionné en 1930. À ma présence, non, oui. J'étais là, mais le projet a été conçu par l'ensemble des élèves. C'est une œuvre collective. Et il est vrai qu'il y a quand même des gens qui ont été les maîtres d'œuvre, comme on appelle. Ce que je voudrais dire, l'école a donc été créée en quelle année? En 1925. En 1925. C'était pour une espèce de... en quelque sorte, créer quelque chose qui puisse remplacer pour les missions protestantes ce que l'école supérieure était pour ces missions-là. Parce que quand ces missions avaient besoin de moniteurs, ils envoyaient des boursiers à l'école supérieure de Yaoundé. L'école supérieure de Yaoundé, elle était là pour former des fonctionnaires en 1921. Elle a été créée en 1921. Donc, c'est la réplique donc que les protestants créent l'école normale de Foulassi. Parce qu'il y avait des devoirs avec les candidats, avec les boursiers qu'ils envoyaient à l'école supérieure, qui une fois rentrés dans les missions pour enseigner, regardaient leurs amis qui avaient été leurs condisciples à l'école supérieure comme des fonctionnaires et tout, n'est-ce pas, faisaient pas long feu. Après 2 ans, 3 ans, ils quittaient la mission, et la mission protestante a donc pensé qu'elle pouvait fonder une école qui puisse former des moniteurs, qui puissent leur être fidèles, et tout. Donc, en 1928, comment on décide la confection de ce chant patriotique qui deviendra hymne national? C'est une question très importante, parce qu'elle fouille le statut et le contexte même qui était celui de cette école. Je voulais parler de la mentalité américaine, n'est-ce pas, qui était anticolonialiste et qui, à la fin de la guerre de 14-18, avait décidé que les colonies ex-allemandes ne seraient pas des colonies entre les mains de soi-disant concurrents. Il fallait que ces colonies soient au-dessus des autres. Gérées par tel ou tel pays, mais sous la supervision de la Société des Nations. De la Société des Nations, oui. Les Américains avaient cela présent à l'esprit en fondant l'école normale de Foulassi. Pour eux, nous étions des futurs citoyens camerounais. Nous n'étions pas n'importe quoi. Nous n'étions pas des sujets coloniaux. C'est pourquoi... En 1928, donc... C'est pourquoi, dans cette école, l'équipement était celui d'une institution universitaire. On avait une grande bibliothèque, on avait une grande discothèque. De sorte que, à cette époque, nous connaissions la bande-son, l'hymne national des Belges, la bannière étoilée des Américains, la Marseillaise des Français, et même l'hymne national turc. Alors nous avons donc pensé, nous aussi, composer la Foulassienne, l'hymne national du Cameroun. Ça s'appelait la Foulassienne. C'est dans notre esprit. Parce que nous l'avions suffisamment entendu, nous sommes ressassés à l'écoute des hymnes nationaux des autres pays dans la bibliothèque de l'école normale. Bon, donc c'est comme ça en 1928. Est-ce que les dirigeants de l'école vous ont poussé pour la création? Je crois qu'ils ont bien encouragé. Ces dirigeants n'étaient pas de Français, mais heureusement. Le directeur était un Canadien. Les autres professeurs étaient des Suisses. La Suisse, ou les Suisses qui se vantaient
les Helvétiques, qui se vantaient d'avoir été les premiers démocrates de l'Europe. Alors, dans leur mentalité, ils étaient là en train de nous apprendre à nous prendre en charge, je veux dire, politiquement, pour tout dire. C'est-à-dire de nous croire, non pas des simples sujets coloniaux, mais des futurs citoyens des pays qui sont indépendants d'un moment à l'autre. Donc c'est pour ça alors que... C'est pour ça que nous avons pensé que, tant qu'à faire, nous pouvions préparer déjà un hymne national pour le Cameroun. Voilà donc c'est les élèves qui ont eu l'idée. Ce sont les élèves qui ont eu l'idée. Et l'école a encouragé. Et le directeur, la direction a encouragé. Nous avions à l'époque Madame Love, une américaine, qui était une organiste, qui était prête à nous appuyer pour l'harmonisation de la mélodie. Les paroles venaient de nous-mêmes. Bon, maintenant, vous pouvez nous citer quelques-uns de vos camarades dont vous vous souvenez encore, qui ont été de cette équipée-là, de cette commission, qui a participé à la confection de ce... En tout cas, il faut d'abord partir de la base, c'est-à-dire en quelque sorte la mise en place des instruments dont nous disposions. Il fallait des ébauches. Il y en a eu trois. Trois ébauches. Trois ébauches. Melchior Bamba en avait présenté. Melchior Bamba. Bamba, B-A-M-B-A. Il en avait présenté. Oui, un Goumba, oui. Je crois que on a parlé de Kwale Saka. Non, Kwale Saka était le secrétaire en quelque sorte. C'est lui qui a fait, c'est lui qui prenait des travaux qui se faisaient et qui a fait la première copie qui a été remise au gouverneur. Kwale Saka était d'ailleurs aussi un très bon élève en musique, il faut l'avouer. Bon. Tout comme Masouké. C'est moi qui n'étais pas bon élève en musique. Masouké Boigné, Daniel. Oui. Et il y avait encore d'autres personnes. Il y en avait d'autres. Manga et Lokan. Manga et Lokan. Manga Valentin. Il y avait donc, en tout cas, trois ébauches, celle de Melchior, celle de Nkomo Nangassi, autant que je me souviens. Nkomo Nangassi. Oui, c'est ça. Un boulou dont le fils a composé l'hymne de Biala. Ah bon? L'hymne du renouveau. L'hymne du renouveau. Donc son père avait été... Oui, était en quelque sorte producteur de l'une des ébauches qui ont servi, qui ont permis le choix. Malheureusement, vous ne vous souvenez pas de son nom, mais ça fait plaisir de savoir qu'ils ont été musiciens de père. Comme Nyatenkor. Nyatenkor. Voilà. Donc ça fait prouve qu'ils ont été musiciens de père en fils. Oui. Son père a participé à la confection de l'hymne national et le fils a fait l'hymne du renouveau. C'est une bonne chose à savoir. C'est une famille d'hérédité musicale, si vous voulez. Bon, ça fait plaisir parce que dans l'histoire jusqu'à présent, beaucoup de personnes n'ont retenu que Melchior Mbamba dans cette affaire. Oui. Est-ce que c'est l'ébauche de Melchior Mbamba qui a donc... Oui, alors c'est cette ébauche-là qui a été choisie dans la commission qui avait été constituée par l'école. Et c'est alors dans cette commission-là que les retouches ont été faites avec l'appui avec l'appui d'une missionnaire qui était organiste, n'est-ce pas, qui nous permettait de régler les accords de la musique et tout, n'est-ce pas, pendant que les paroles qui étaient données en vrac étaient en quelque sorte mises en forme par Melchior Mbamba. Non. René Djamafan. René Djamafan. Oui. Qui a été maire de Saint-Mulima, le premier maire de Saint-Mulima. Par la suite. Pendant le gouvernement Ayoum. Bon, nous allons mettre d'abord en parenthèse cette partie de l'hymne national. Nous allons y revenir. Maintenant, à votre sortie de l'école, qu'est-ce que vous devenez?
les normaliens sortent toujours enseignants. C'est dans l'ordre des choses. Donc quand Paye Bungo Anatole sort de l'école... En 1930. En 1930. Je suis nommé à Yabassi comme directeur d'école. Comme directeur d'école protestante. Protestante de Yabassi. Oui, oui. En 1930. Dans le village de Bonabeke. À Bonabeke. J'ai servi jusqu'en 1934. Ma dernière année de contrat, d'engagement avec l'Ampion, parce qu'on avait un engagement quinquennal. Oui. C'est terminé en 1935. Je suis venu terminer cette année au centenaire ici, où j'ai enseigné. Donc jusqu'en 1935, vous êtes enseignant. Oui. Et après? Et après, il faut d'abord peut-être revenir un peu au départ. En ce sens que j'avais déjà une espèce de vocation. Mais cette vocation me venait de qui? De Paul Sopop Piso, qui était à l'époque topographe. Topographe, oui. Et avait accompagné à Yabassi un géomètre qui était venu en quelque sorte faire la levée. Un géomètre français. Un géomètre français du nom de Givaudan, qu'il avait amené à Yabassi pour les travaux de levée de plan de la station missionnaire de Yabassi. Alors, quand j'ai vu, il était de mon âge, son propre zoo. Quand je l'ai vu travailler sur les épures, c'est-à-dire les bouillons qu'on faisait sur le terrain pour la levée topographique, cela m'a fait en quelque sorte une espèce de coup de foudre. Je me suis dit, je serai géomètre. Je vais travailler au domaine. Au domaine, comme Sopopriso. Oui. C'était en quelque sorte la vocation que j'avais puisée là-même au cours de notre premier contact avec Sopopriso, travaillant sur les choses de la topographie. Donc, après 1935, donc... Après 1935, après votre contrat, je suis allé directement au domaine, non. J'avais envoyé une lettre de demande d'emploi. Le demande d'emploi a été agréé. J'ai été engagé comme, en quelque sorte, un décisionnaire, géographe, mais topographe décisionnaire. Arrivé au bureau topographique qui est l'ancêtre du cadastre. Du cadastre, oui. Le bureau topographique fonctionnait dans le même bâtiment que la conservation de la propriété domaniale, foncière. Oui, c'est ça. C'est-à-dire au domaine. Le bâtiment qui regarde la direction de Air Afrique. Juste en face de l'ancien Air Afrique. C'est dans ce bâtiment-là que j'ai commencé ma carrière de fonctionnaire. J'arrive donc là, je trouve pas Sopo. Sopo venait d'être envoyé au bureau de mines. Le bureau de mines était quelque part là à Bonenzo. Il y avait là deux ingénieurs, Vidal et Orou. Ces noms sont très importants. Vidal et Orou. Ogou. Ogou. H-A-U-G-O-U. Ogou. Vidal comme Vidal. Sopo était parti vers son destin. Parce que c'est là que, à la veille de la guerre mondiale, après le discours d'Hitler, disant qu'il allait récupérer ses colonies et que le Togo et le Cameroun seront en quelque sorte des colonies de peuplement pour le peuple allemand et tout, les Français ont mal digéré ces discours-là et c'est le directeur des chemins de fer de l'époque, qui s'appelait Mauclair, qui appelle Ogou et Vidal, en leur disant, qui étaient d'ailleurs de bons patriotes, c'est-à-dire de ceux qui défendaient la cour coloniale, le cour colonialiste si vous voulez, eh bien, il a dit, il faut maintenant trouver un moyen de contrecarrer Hitler, en organisant une espèce de quête de signature pour justifier aux yeux du monde que le Cameroun demande à être colonie française. La JOCAFRA. La JOCAFRA, Jeunesse Camerounaise Française. Voilà. Voilà.
Vous vous êtes Donc, retrouvé avec maintenant, André Fouda, tout ça. Je laisse cette histoire-là parce qu'il s'agit de ma propre carrière. Je n'ai pas trouvé son port, ça m'a un peu découragé, mais quand c'est les tiennes, ce qui est bête, c'est que dès que j'arrive, je ne sais pas pourquoi, on ne m'a jamais pris un jour pour aller faire manier la mire ou poser des jalons avec les géomètres en ville, tout cela. Les administrateurs qui travaillaient avec l'administrateur en chef du BI, il y avait là un qui s'appelle Chaussiver qui a été chef de région à Mbameyou, et Ménard qui a été à un moment directeur de cabinet, ou plutôt chef de cabinet à Yaoundé. C'était administrateur, ils étaient des élèves administrateurs à l'époque, en 1935. M'avaient pris pour dépanner leurs petits travaux là. Et puis il y avait là un comptable matière, un receveur des domaines, qui était déjà assez âgé, un certain Gondin, qui n'avait même pas arrêté ses comptes. Bon, j'étais donc pris par ces administrateurs-là pour tenir le livre foncier du Cameroun à l'époque et d'arrêter les écritures du vieux Gondin. De sorte que c'est dans ce travail-là que j'ai passé quelques 5 mois, 6 mois au domaine. Pourquoi 5 mois et 6 mois seulement? Parce qu'entre-temps, mes amis les Massoukas étaient déjà en douane. Et ils me sonnaient les cloches là-bas, mais qu'est-ce que tu perds ton temps là-bas? Lui était déjà en douane. Oui, il est parti là 4 ans avant moi, non? C'est-à-dire en 31? En 32. En 32, oui. À la sortie de Foulassi. Oui. Alors, il m'engage, il me dit, voilà, il y a un concours d'entrée en douane en décembre 1935. Il n'y a qu'à préparer ce concours-là, il n'y a qu'à le présenter, comme tout le monde. Et comme ça, j'entre en douane, je les rejoins en douane. C'est ainsi que de topographe ou de géomètre que je voulais être, j'ai basculé dans la douane. En décembre 1935. En décembre 1935, j'ai fait le concours et le 15 février 1936, j'entre en douane. Le 15 février 1936. C'est là alors où commence cette longue carrière. Cette longue carrière. De la douane. Je rappelle à nos téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes là dans le cadre de la tribune de l'histoire et que ce soir nous sommes en train de discuter avec Papa Ebongo Anatole. Excusez-moi, je suis tellement habitué à l'appeler Papa que j'arrive pas à dire Monsieur. Pardonnez-moi alors pour ceci. C'est ce que je souhaite. Monsieur Ebongo Anatole est donc rentré en douane depuis février 1936, après avoir été tour à tour enseignant, puis topographe ou géographe, comme il vous l'a dit lui-même. Papa, vous continuez. Bêtement, je commence ma carrière de douanier en qualité de chef. Pourquoi?
Parce que quand je suis allé passer ce concours en 35, en décembre 35, la collection finira par requérir l'un des emprunteurs avec lesquels j'ai travaillé. Cet emprunteur, c'était Ménard. Il participe à la collection des épreuves. Bon, donc je sors bien sûr le major. Et quand il revient, le jour de présentation des résultats au directeur de douane qui était à l'époque un Antillais, Joseph Germani, il lui dit, c'est Bongo que vous voyez là, monsieur le directeur, si vous aviez jamais de problème avec lui, renvoyez-le tout de suite à M. Duby, le directeur, le conservateur de la propriété foncière, c'est le directeur des domaines. Absolument. Oui, l'administrateur Duby, parce que nous avons grand besoin de lui. Il était notre cheville ouvrière dans la tenue du livre foncier et même dans la mise au point de la comptabilité, de la recette, du receveur foncier. Oui, c'est ça, du receveur foncier. Donc, voilà. Oui, ce témoignage n'était pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Germanie en avait pris note. Les jours de la prise de service, il fallait qu'il y avait un poste là qui était sans titulaire. L'homme qui pouvait en être titulaire était occupé à un certain autre poste là, qui était un poste de comptabilité. Alors, je commence donc par être chef de la section de prise en charge des recettes douanières. Chef de section chef de section. Chef de la section de prise en charge des recettes douanières. Des recettes douanières. Pour le bureau de douane, ça représentait 80% des recettes du Cameroun. Alors, Germanie avait toute confiance en moi, c'est ce que Ménard lui a dit que... Son frère Ménard lui oui, Ménard lui avait dit, Ménard était français, que... Lui aussi était antillais, mais français. Oui, je leur étais très utile parce que c'est moi qui arrêtais les écritures du receveur de domaine. Alors, je commence là, je trouve même, j'ai commencé au cadre subalterne de préposé des douanes. Et quand on me salle, j'avais avec moi un brigadier de douane et 2 vieux préposés de douane. Et moi, je n'étais qu'un stagiaire. C'est quelque peu de paradoxal. Le paradoxe a été jusqu'au bout. Oui, oui. Les téléspectateurs le sauront tout à l'heure. Oui. Alors, à ce prix-là, j'arrive à m'acquitter de cette charge. Le bonhomme qui était chef de cette section-là, on le demandait au contentieux. Il y est allé et le directeur de douane, tous les soirs, il passait voir comment ils arrêtaient les écritures, parce que dans cette section-là, il était question de tenir un registre qui s'appelait M17. Un gros registre où il y avait quelques 11 colonnes. Et il y avait des bulletins à préparer. Il y avait pour envoyer aux clients qui devaient de l'argent en douane. Et il y avait un bordereau qui était une reproduction du registre, qui était tenu aussi par un brigadier de douane. Bref, vous vous en sortez très bien. Je m'en sortais très bien. Votre carrière continue maintenant. Allons-y. De sorte que on avait trop confiance en moi. Quand Germanie meurt en 1937, la direction des douanes reçoit un nouveau directeur en 1938. Cette année-là, comme je n'étais que préposé, il y avait eu une session d'accession au grade de commis de douane pour le bureau. Parce que les préposés étaient bons pour le service sur le terrain. Extérieur. Oui. Aller pointer les bananes à Boisbéry, aller pointer les chargements de bateaux et tout cela. Et les commis, ils étaient c'est ce que je n'ai pas fait. Les commis, c'est le véritable tenancier de bouquins. Absolument. Oui. Alors, là que j'ai été nommé, j'ai passé le concours de commis, bien sûr, comme toujours premier.
le nouveau directeur s'est mis à se plaindre du secrétaire de son chef de son secrétariat. Et le chef de bureau qui m'avait employé pour la tenue des écritures, la prise en charge des recettes douanières, lui disait un gars qui est très calé, qui peut vous faire bien tenir votre secrétariat. Et on me prend, quand je n'avais que 2 ans de service, pour me mettre avec des gens qui en avaient 3 ou 4, dans un secrétariat où j'avais servi jusque-là. Le secrétaire, même qu'on mettait dehors, était mon beau-frère, un certain Bouillon dehors. Et j'arrive là, je suis obligé de négocier avec le directeur pour ne pas me faire, en quelque sorte, des ennemis parmi les amis que je rencontrais là. Oui, il y avait un bon Bassa, même Dana Medin et d'autres. Alors maintenant arrive la guerre. Alors, pendant toute la période de la guerre, vous continuez à être douanier. Oui, c'est ça, je continue d'être douanier. C'est à la fin de la guerre que des problèmes me surviendront, des problèmes de santé. En 1945. En 1945, oui, on était vers la fin de début décembre. Courant décembre 1945, à la fin de la guerre avait été terminée en mai 1945. J'étais à la surveillance d'un concours de recrutement de douaniers, de préposés de douane, et au retour de là, je me suis arrêté dans une boutique, j'ai mangé trop de papaye et j'ai attrapé une diarrhée qui est tournée en dysenterie. Cette dysenterie m'a retenu à la maison pendant plus de 11 jours. On va aller vers la fin de l'année, quand le directeur s'est aperçu que j'étais malade, je lui manquais totalement parce que c'est moi qui étais spécialisé pour la préparation des mercuriales de douane. Alors il envoya les agents me voir si je suis de taille, en mesure de pouvoir... oui, c'est ça. J'ai fait l'effort d'y aller. C'était vers le 10 décembre. 10 décembre. 45. Oui. Je travaille à mettre les choses en ordre, d'abord les papiers en place et tout le reste avec les archives et tout. Vraiment, ce jour-là, à midi, à la sortie du bureau, je m'arrête à la terrasse, l'escalier est là pour descendre, je ne prends pas l'escalier, je reste là sous le soleil. Le directeur sort, il me laisse là. Les autres sortent, il me laisse là. L'après-midi, le directeur arrive à 15 h et il trouve que j'étais toujours là, sous le soleil. Il demande à l'un de mes camarades, en lui disant, qu'est-ce que Bongo fait là? Et un qui était mon compatriote d'ailleurs, voulu, il vient me trouver là. Je n'arrive plus à parler. J'étais là comme figé. Vous n'arriviez plus à parler? Oui, j'ai perdu la parole. On téléphone à l'hôpital à Cantini et on envoie quelqu'un pour venir me chercher. Il n'y avait pas de voiture près là-bas. C'est la voiture du directeur qui m'a conduit à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je suis dans un état tel que le médecin ne pouvait pas me consulter et tout. Alors, il s'est mis dans une espèce de doute là. Il pensait que ça n'allait pas, qu'on me mette dans une place, parce qu'on m'a montré une chaise, une chambre, je n'ai pas voulu y entrer. Et ça, il a compris qu'à ce stade-là, il était nécessaire de trouver là où on pouvait me mettre en lieu sûr. En lieu sûr, c'était au Cabanon. Ah oui, j'ai passé 10 jours au Cabanon. C'est Bongo qui vous parle. 10 jours au Cabanon. Au Cabanon. Il y avait de place nulle part là où je pouvais être enfermé à clé et tout cela. Toutes les chambres étaient occupées par des autres malades et tout cela. Quelle histoire. Oui. Vous revenez de loin là. Oui, j'ai fait 10 jours de Cabanon. Et après? Le directeur avait peur que ça pouvait être pour la fin ou je ne sais pas quoi.
La seule personne qui osait venir me voir, c'était le chef de région, Salask, qui était mon compagnon dans la direction de la chorale, qui existe encore aujourd'hui, près de Zépol, de l'église de à l'église de Bonalembe. Oui. À l'église baptiste de Bonalembe. Oui, c'est ça. Ok. Il y avait que, Dans le blanc, oui, le blanc, il avait le courage. il était dedans. Oui, l'administrateur en chef Salask avait le courage d'entrer. C'est la même quoi? Oui, oui, il était notre organisme, maintenant quoi. Ok. Alors, il venait m'apporter des gâteaux. Donc, après, vous vous êtes remis. Oui, c'est lui qui a dit au docteur que j'avais un surménage intellectuel. C'est ça. Alors, après ça, Après ce surménage, vous reprenez votre travail oui, normalement. oui, j'ai repris le travail, mais il y avait des maux de tête, de sorte qu'on m'avait donné même un congé de quelques mois que j'ai passé à Obala. À Obala. Cette maison du chef là, où habitait mon compatriote, le docteur Pensi, c'est là que j'ai passé ces 3 mois. Et après, au retour, ça allait. Au retour, ça allait, mais finalement, on a le directeur qui avait beaucoup de soucis pour ma santé. C'est-à-dire qu'il fallait à tout prix m'envoyer, me faire changer un peu de climat. Alors on s'est dit que le climat forestier, du côté d'Ambam par exemple, peut m'aller. Et puis c'était la première fois qu'on nommait un indigène chef de bureau de douane. Vers la frontière du Gabon. Oui, vers la frontière du Gabon, Guinée-Gabon. Je comprends pourquoi votre fille Henriette Ekoué est toujours en train de parler de ses frères Boulou. Oui. Elle a grandi là-bas. Elle est née là-bas? Elle est née là-bas. Elle est née à Mbam. Ah oui, en Noël 59. Dites-moi, alors vous êtes resté à Mbam jusqu'en 59? Ah, j'ai fait 9 ans là-bas, j'ai parcouru 4000 km à pied pendant ces 9 ans-là. Et en 59, qu'est-ce qui se passe? En 56, en 55, j'ai une querelle avec, tenez-vous bien, une querelle avec Assale. Avec Assale en 55. Lui, il était quoi là-bas à l'époque? 56, un ami, non? Un grand ami même. Et lui, il était quoi là-bas? Il était candidat aux élections. Moi, j'étais... Alors, oui, les élections territoriales de 56. Non, pour l'Assemblée nationale. Ah, non, en 56. 55. 56, parce que l'Assemblée territoriale avait été élue en 56, elle est devenue législative par la suite. Oui, mais alors, ces premières élections-là, c'était, il postulait l'Assemblée nationale française. Ah, aux élections donc de janvier 56. Oui, c'est ça, il postulait ça. Pour être député à l'Assemblée nationale. Pour remplacer Ojoula. Ojoula. Et au même moment que Mbida aussi postulait pour remplacer Ojoula. Le même Ojoula. Alors, il vivait en Mbam à l'époque? Non, mais comme un témoin, il venait au thème. Il venait en Mbam? En Mbam, c'était un thème, il était à Bolova. Il faisait Sambénement et Bolova chez nous ici. Et puis un peu partout ailleurs pour préparer sa campagne. Qu'est-ce qui vous a amené? Alors, la querelle réside en ceci. Et que, un jour, je vais au culte de Sainte-Seine, en Mbam, de l'autre côté d'Ambam. Et comme d'habitude, quand j'arrivais comme ça, on avait toujours deux fauteuils qu'on apprêtait sous la chair. Hein, pour ma femme et moi, comme nous sommes là. Pendant qu'on était assis là, voilà que le pasteur Ndjemba Ouyono. Ndjemba Ouyono? Oui, c'était le pasteur de l'église d'Ambam à l'époque, qui dit, j'ai un message ici que je dois vous transmettre. Ce message dit ceci, que les gens qui sont des alliés de Blanc dans ce pays sont en train de le combattre pour la campagne électorale. M. Bongo a pris 25 000 francs du docteur Ojoula pour faire la campagne au profit de ce docteur Ojoula. Ojoula contre Assale. Je rends compte. On me donne 25 000 francs pour faire la campagne.
Nous sommes en janvier 56. Enfin, en décembre 55, puisque les élections ont lieu en janvier 56. J'aime vous dire que je n'ai pas terminé le culte. J'ai laissé ma femme et je suis sorti. Et comme pour rentrer en BAM centre-ville, je passe par le bureau de douane, je suis rentré au bureau, j'ai pris une machine à écrire, j'ai écrit au directeur que juillet, je dois être à Douala. Juillet 56. J'étais arrivé en BAM le 14 juillet 47, je suis rentré à Douala le 15 juillet 56. 9 ans. 9 ans. Et après, maintenant, quand vous revenez à Douala en 56? Quand je reviens à Douala, je ne sais pas comment j'avais fait mon travail en BAM. Je peux vous dire que je n'étais plus le même Bongo qui était parti de Douala pour en BAM. J'étais devenu tout autre chose. C'est-à-dire que quand j'ai pris le service en BAM, des mains du chef de subdivision, parce que tous les bureaux étaient sous le contrôle des chefs de subdivision. J'étais le premier magistrat noir camerounais à prendre la direction d'un bureau de douane. Oui, d'un certain Calisti qui était chef de subdivision. C'est Calisti qui m'a passé le service. Quand je suis arrivé là, il est arrivé un autre administrateur qui l'a remplacé, un certain Alexandre, l'auteur du livre des Africains, qui était venu là avec lequel j'ai travaillé. Il était chef de subdivision administratif, moi j'étais chef de bureau. Et quand il avait besoin d'envoyer quelques champagne ou quelque quoi que ce soit, il doit passer par la douane, puis il demandait la permission de le faire. Vous comprenez? Seulement, c'est à côté de ce côté quelque peu controversé, quelque peu qu'est-ce que je veux dire, et gênant pour nos rapports. Il y avait ceci que l'organisation des services que j'avais mise en place, oui. Je faisais un rapport annuel qui faisait état du trafic frontalier qui passait par la région d'Intem. En provenance de la Guinée espagnole. En provenance de la Guinée et du Gabon. C'est que les chefs de région ignoraient totalement que sa région était un point de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire un centre de marché de trafic frontalier qui totalisait des dizaines de millions annuellement. De sorte que son rapport à la direction des affaires politiques à Yaoundé ne pouvait être fait sans qu'il ait reçu mon rapport, moi, qui faisait état des activités économiques de la région du Thème, qui était pour la première fois mise en lumière par ma présence là. Alors ces administrateurs avaient beaucoup d'estime pour moi. C'est là que j'ai eu ma Légion d'honneur, c'est là que tout m'est arrivé. Vous avez la Légion d'honneur française? Je l'ai eu à l'inauguration du pont, le 15 mai 1955. Le 15 mai 1955, le pont de Bourou ici. Oui, c'était quelqu'un qui m'a collé ça là. Tedjen. Tedjen, oui. Pierre-Henri Tedjen, qui était ministre des colonies, alors que Robert Buron était ministre des Transports. Ouais. C'est les deux qui sont venus inaugurer. Bon, maintenant, vous revenez à Douala. Il revient donc à Douala. En 56. Quelque peu comme quelqu'un qui avait une espèce de légitimité administrative. Oui. Quelqu'un qui était plus qu'un simple agent de douane, mais quelqu'un à qui on pouvait confier l'administration des postes plus élevés. Le premier signe est que la semaine de mon arrivée, Mesmer devait faire sa visite de prise de contact à Douala. Pierre Mesmer. Oui, le directeur. Qui était haut commissaire à Yaoundé. Oui. Le directeur de douane, Moussa, était indisposé. Et c'est moi qui l'ai chargé de présenter les hauts cadres de la direction de douane au gouverneur. Vous vous rendez compte? C'est vraiment un honneur. Ah, et ça m'a traité des antagonismes à gauche et à droite parmi les miens là. Nous allons donc arriver maintenant
après 1956, va arriver le premier gouvernement autonome du Cameroun. Oui. Alors, qui a été constitué le 16 mai 1957. Alors, à cause de cette espèce d'ascension que j'avais acquise à partir d'Ambam, je serai chef de bureau, chef de secteur de douane de l'Ouest avec des gens en Konsamba. Pendant que, disons que... Vous êtes chef du secteur de l'Ouest avec résidence en Konsamba. Oui, disons que, en revenant un peu en arrière, quand je quittais Ambam, j'ai laissé là un orphelin. Cet orphelin, c'était un Ngaba Médard. Ngabanjana Médard. Oui, il ne pouvait pas s'accommoder avec vous étiez donc son patron à Ambam. J'étais son fils, son père. Son père à Ambam. Oui. Je connais Ngabanjana, oui. qui était un monsieur de chez moi. Il descend tout de suite à Douala pour me dire qu'il il ne peut pas tenir là-bas. Le nouveau chef de bureau lui en veut. Il est quelque peu complexé quand il lit ses rapports et tout. C'est ça, ce chef de bureau-là. Je ne crois pas qu'il faille encore dire avec lui. Il me dit que maintenant, c'est que le jeune essaie de savoir où il peut loger. Il y avait un gars qui laissait une maison. Là, Attendez, il quitte Ambam, il vient donc à Douala. Oui, il vient me dire qu'il veut quitter Ambam. Il veut quitter la douane d'Ambam pour venir à Douala avec moi. On le reprenne à Douala. Oui. Et comme vous êtes chef de secteur... Comme je n'étais encore pas chef de secteur. Quand il m'a vu, j'étais là en train de superviser certains services de bureau. Donc vous le reprenez à Douala. Il me voit donc. Il me dit que voilà, la situation est celle-ci. Il faut à tout prix que je vienne à Douala. Il faut une maison. Maintenant, il y a 100 000 francs. On a vous avez un prêt de 100 000 francs. Oui, j'ai dû lui donner, prendre tout de suite une maison pour lui à 40 000 francs. Acheter une maison à 40 000 Oui, à 40 000 francs dans le quartier. Ah, c'est bien, c'était vraiment beau. Je ne pouvais pas me passer le Ngaba quand il avait un problème. Quand il avait un problème, c'était son problème. Alors, vous avez tellement bien fait. Alors, j'étais donc arrivé là, en Konsamba, j'étais chef de secteur là-bas et tout. J'avais des petits problèmes avec les chefs de région parce que les troubles venaient d'arriver. Il voulait récupérer tous les fusils que j'avais et je ne voulais pas lui donner les fusils parce qu'à ce moment-là, si le service envoie des gens en bourse, il faut qu'ils passent par la région. Le bureau de la région pour prendre les fusils, n'est-ce pas? Oui, ça ébruite, ça fait du bruit que les agents veulent aller faire la patrouille. J'ai refusé, pendant que nous étions dans ce bras de fer-là, un télégramme arrive tout de suite, parce qu'entre-temps, quand Ngaba m'a quitté, pour rentrer en Bam, aller se préparer à gagner Douala, il se trouve que Mbila faisait une liste avec pour les élections. Là, et je sais que le monsieur qui a recommandé Ngabanjana Mbida, que vous devez connaître, s'appelait Joseph Angoa, à Yaoundé. Que je connais. Oui, que vous connaissez. Parce que Ngaba, quand il faisait l'école professionnelle à Douala, qui est devenu le lycée technique, habitait chez ma mère. C'est pour ça que je connais un peu cette partie de cette histoire. Alors Mbida le récupère sur l'intervention de Joseph Angoa dans sa liste. Oui. Et il devient donc... Depuis les élections passées, Mbida en fait son ministre de la fonction publique. Alors vous êtes donc resté directeur cabinet de Ngaba jusqu'à ce que le gouvernement Mbida tombe. Non, entre-temps, c'est ce que je pensais, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Mais on avait négocié des stages de formation à l'école nationale de Neuilly, l'école nationale de douane de Neuilly. Et pendant que j'arrangeais les choses pour mes amis, je mettais Masuka en tête avec Kotom Kano. Masuka Bouagné, comme le parce premier, que vous étiez directeur cabinet du ministre de la fonction publique. Comme le premier qui doit y aller, le directeur de douane n'était pas content de lui. Il disait que lui, il s'occupe de politique, beaucoup plus de politique que de la douane. Il me disait au téléphone à tous les coups, je ne peux pas faire une prime à la foutaise.
C'était le terme de Banous, qui était alors directeur de... Il disait que Masuke s'occupait beaucoup plus de politique. Oui, c'est ça. Et finalement, Ngaba, qui était très réaliste, il va dire à ma femme, c'est pas celle-ci, ma première femme, la mère d'Henriette, qui est morte en 68, il va lui dire que papa, je crois que il est en train de lutter là pour que son ami Masuke soit le premier à aller à l'école des douanes. Mais maintenant, le directeur ne veut pas envoyer Masuke là-bas parce qu'il trouve qu'il faut quand même mériter ces choses. Et maintenant, papa est en train de chercher quelqu'un d'autre là et mettre en place, à cette place. Moi, Ngaba, son fils, je trouve qu'il est mieux que lui-même aille. La première course est la meilleure, comme on dit dans nos coutumes. Donc c'est ainsi que Ngaba décide. Oui, c'est là-bas que Ngaba décide de m'envoyer le premier là-bas. En 1957. En 1952, je suis arrivé en décembre. Donc vous n'êtes même pas resté longtemps au cabinet de... Non, j'ai fait 5 ans, 5 mois. 5 mois. 5 mois au cours desquels, au moins, j'ai eu le temps de préparer le premier statut de fonctionnaire de 59. Ce statut-là, c'est moi qui l'ai préparé sous les ordres de Ngaba. Oui, il faut préciser, là, il y a une précision, que Ngaba était plutôt ministre d'Amadou Ahidjo. Oui, c'est ça. Pas dans le gouvernement Mbida, pas dans le gouvernement, dans le gouvernement d'Amadou Ahidjo, depuis le 13 février 58. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le 18 février 58, c'est donc en 59 qu'on vous envoie en France. Oui, c'est ça. Pour aller à l'école à Neuilly. Ngaba, votre propre ministre, vous fait partir alors que vous étiez son directeur. Il tenait à ce que l'avenir doit être en quelque sorte regardé. Quelqu'un avait d'ailleurs dit que Ngaba et Ahidjo en avaient discuté en disant que puisque la douane va être bientôt camerounisée vers l'indépendance qui arrivera en 60, il fallait donc le faire tout de suite. Mais vous n'êtes pas allé seul. Je ne suis pas allé seul, je suis allé avec un gars, un banin, M. Ondegui Samuel, qui avait été mon condisciple à l'école normale. Il fait de la promotion d'Oumiobe, celui-là. Alors nous sommes partis, nous deux. De la promotion d'Oumiobe à Foulassi? Oui, Ondegui, dont je vous parle là. Il était de la promotion d'Oumiobe. Oumiobe était la promotion qui a suivi la nôtre. La 4e promotion de l'école normale. Donc en 26? En 28. En 28. Non. En septembre 30. En septembre 1930. Ah oui, 1930. Il passait à la 3e année de ses études quand nous partions. Vous sortiez. Oui. Donc.
Il est arrivé que de temps en temps, le Cameroun envoie des fonctionnaires de l'orientation civile à l'école nationale de la France d'outre-mer, un pôle, comme on l'appelait, pour avoir une même formation que les administrateurs blancs, citoyens français, qui étaient toujours de temps en temps, qui avaient jusque-là commandé au Cameroun, comme dans l'administration civile. C'est-à-dire les services financiers de l'administration des personnes, de l'administration des conflits, de tout. C'est tout ce qu'il faut pour maintenir de l'ordre, pour en quelque sorte établir de bons contacts entre l'administration et la population qui est administrée. Ce rôle avait été assuré jusque-là, jusqu'à notre indépendance, par les administrateurs formés à l'école de l'impôt nationale de la France d'outre-mer. C'était les Blancs. Ils avaient des avantages, je ne dis pas exorbitants, mais des avantages tout à fait à part dans leur entretien de fonctionnaires. Ils avaient en quelque sorte le taux normal de leur salaire. À ce taux normal, on ajoutait 8 dixièmes de ce taux. Ce qui signifie que si on avait 100 000 francs, on avait 180 000 francs. Tout cela se passait parce que nous étions colonisés. Il n'y avait que les Blancs pour nous administrer. Or, il a arrivé qu'il y a une certaine promotion de fonctionnaires camerounais envoyés en stage à cette école de l'info, de s'organiser là-bas pour faire des revendications en vue de pouvoir avoir la même autorité une fois rentré au pays, comme les Blancs en avaient. Et ils avaient trouvé que cette autorité ne pouvait provenir qu'elle avait la peau noire. Les Blancs étaient noirs. Comme ça, la peau blanche elle-même conférait aux Blancs une autorité assurée. Ce qui ne pouvait pas dire leur cas. S'ils rentrent avec leur peau noire, et pour remplacer les administrateurs français. Il fallait leur donner, accorder un avantage spécial qui permette de leur conférer une certaine autorité parmi la population indigène que nous étions toujours. C'est-à-dire leurs compatriotes au pays. Dans les minorités, en quelque sorte, l'homme qui avait organisé des contacts pour aboutir à cette fin-là. Il avait fini par convenir, comme je veux dire, convaincre le ministre français de la rue Oudinot, le ministre des colonies de faire en sorte qu'il rentre au Cameroun avec un statut spécial concernant la chose, comme le accorde les 8 dixièmes de choses que les administrateurs français avaient
pendant leur séjour au Cameroun. Ce qui leur fut accordé là-bas. Et rentrer ici, le Cameroun, je prenais souvent sur cette base-là, d'un salaire en quelque sorte peut-être égal aux fonctionnaires noirs ici, mais majoré de 8 dixièmes. Majoré de 8 dixièmes. Ils étaient rentrés au Cameroun avec un document, avec en quelque sorte des contacts à partir du ministère de la France outre-mer et notre gouvernement. On leur accorda ce 8 dixièmes. Alors, il fallait examiner un peu les faits d'une telle décision. Différence entre ces fonctionnaires et les autres fonctionnaires qui ont été faits dans d'autres branches de formation en Europe, qui une fois rentrés, touchaient la somme de leurs compatriotes de même grade. Et il y avait qu'un moyen, créer une école d'administration qui, en quelque sorte, représente ce que pouvait être la formation qu'on accordait à l'école de l'info. Cela a été admis. Et quand, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai eu en quelque sorte à donner quelques lumières sur cette situation dans le journal que dirigeait ma fille. En fait, ce journal s'appelait Bébéla Sadi, la vérité, en langue boulou. Et c'est donc comme ça vous allez décider de créer l'école camerounaise d'administration. Oui, oui, oui. Donc il y a le président Aïdjo, votre ministre. Alors, nous avons pensé que c'était une discrimination intolérable. Surtout que les fonctionnaires qui allaient faire une salle d'enfants rentraient avec une formation supérieure à celle qu'ils avaient ici, je l'avoue. Mais ils n'exigeaient pas plus de choses que les autres fonctionnaires de leur grade. Que maintenant, les employeurs civils formés à l'ENAM, qui n'est pas la meilleure des écoles, l'école la plus supérieure à d'autres services ou écoles ou institutions où les autres ont fait leur stage, parfois avec un diplôme en main. Il fallait donc voir ce problème sous cet angle. Et dans l'article que j'ai écrit dans mon journal, j'y ai marqué, j'y ai en quelque sorte insisté sur cette situation d'un favoritisme qui n'avait pas leur place dans une administration saine. Cet article, il a là-dessus, il a fait une déclaration. C'est donc comme ça qu'on crée l'école camerounaise. En reconnaissant que ce que j'avais écrit dans cet article, et c'est juste qu'il fallait que vraiment nous n'étions pas indépendants avec les bons hommes dont la somme qui gagnent pratiquement le double du salaire de leurs compatriotes dans leur pays. Donc c'est comme ça que l'école camerounaise... C'est là, en quelque sorte, la vérité des vérités sur la situation que la promotion de Gaïmiano avait obtenue du palais du ministère de la rue Oudino, où le ministère de la France outre-mer, que cette décision ou cet avantage était
en quelque sorte discriminatoire. Et qu'il fallait cesser d'envoyer des enfants là-bas pour créer une école. Maintenant, alors, Ngaba donc, sur le bout, pour nous faire partir. Il est vrai, ce que vous dites là, vous êtes vraiment dans le secret de Dieu. Quand vous savez que ma question a été discutée là-bas, on trouvait que c'était le meilleur moment de m'envoyer à cette école-là, parce que la direction de douane, ceux qui étaient à la direction, pensaient que je réunissais les conditions nécessaires, les conditions morales suffisantes et techniques pour pouvoir être chef du bureau de douane. Donc, chef du service de douane, directeur de douane. Donc maintenant, vous allez au Ndigi et vous? Nous sortons en mai 60, oui, la fin mai 60, nous revenons au Cameroun. Vous n'êtes que vous deux? Mais non. Pendant que nous préparions, nous, pour le stage technique, on avait envoyé, on avait préparé en même temps des gens qui allaient au stage général. Au stage général, parmi lesquels il y avait Sopomele, le frère de John Mele. Oui. Nazé Bayard, Baouni lui-même. Baouni Batende. Oui. Un autre là. Quelqu'un tout à part. Ok. Maintenant donc. Alors ceux-là, nous les avons même laissés. Arrivé donc au Cameroun. Pendant que j'étais à l'école normale, j'étais à cette école de douane, de Boué avait couru comme quoi on pouvait me rappeler d'un moment à l'autre pour aller être directeur de douane. Assali était de cet avis, Onana était de cet avis qui était ministre des Finances. Quand je rentre, cet appel n'a pas eu lieu. Je suis donc rentré normalement avec Ondigi au même moment. En mai 60. En mai 1960. Oui. Peu de temps après, la question de la direction des douanes se posait. De la camerounisation de la direction des douanes se posait. Et pendant ce temps, quelques élèves de formation, des élèves de section générale étaient rentrés. Il y avait parmi un bout du nom de Edo. Edo, oui. Oui. Qui, pendant que à Yaoundé et à Douala, on pensait qu'on allait me proposer au président Aïyo pour être directeur de douane, brandir sa candidature. Et cette candidature-là mis les choses en désordre. De sorte que je me suis dit tout de suite que si on rentre dans le terrain des parchemins, ce n'est pas à peine. Il faut donc, j'ai proposé au directeur qui était à l'époque là, de chercher parmi ceux qui sont rentrés de France, celui qui avait non seulement son parchemin, mais avait fait valablement l'école de douane. C'est ainsi que le choix tombe sur un ambassade de ce côté-là. Eitel Momo. Eitel Momo. Eitel Momo est donc le premier directeur des douanes. De douane, oui. Maintenant, alors, je sais qu'après Eitel Momo, vous avez été aussi directeur de douane. Oui. Je passe donc de ce côté. Vous avez été directeur de douane de quelle année en quelle année? Directeur de douane de mars 68 à avril 71. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Maintenant, l'histoire n'est pas linéaire, c'est-à-dire on peut revenir. Ce qui m'intéresse, c'est que pour conclure là, nous avons commencé par l'hymne national et nous conclurons par l'hymne national. Je sais que l'hymne que vous avez écrit disait ceci: au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie,
comme un soleil qui commence à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Or, quelques années après, d'autorité, Ahidjo a décidé de changer cette partie pour mettre au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté comme un soleil. Ton drapeau fier doit être un symbole à rendre fier de foi et d'unité. Maintenant, les gens disent que Ahidjo, en somme, comme tous les Africains, a eu honte de son passé. On disait que le Cameroun, autrefois vécu dans la barbarie, que maintenant il sortait de sa sauvagerie. Or, je vais poser la question à un des fondateurs de ce team. Ne trouvez-vous pas? Quel est votre avis? À mon avis, moi je trouve que c'est absolument anormal qu'on ait voulu changer le cours de l'histoire. Ce team qui a été reconnu, adopté en 1957 comme hymne national, que d'autorité par sa seule volonté et par le seul biais de vouloir faire la modernité et d'avoir honte de notre passé. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est un Ngabandjana qui a été rapporteur dans la commission des emblèmes nationaux. Ngabandjana était rapporteur dans la commission des emblèmes nationaux en tant que ministre de la fonction publique. Oui. Et à cette occasion, il avait dit quelque chose qui est très valable. Il avait dit qu'il s'agisse du drapeau, qu'il s'agisse de la devise et de l'hymne, c'est des choses n'ont les valeurs que pour l'époque où ces choses, où le pays a accédé à l'indépendance. Cela veut dire que la France a comme hymne national la Marseillaise. La Marseillaise, qui fait de la France le pays le plus sanguinaire du monde. Mais ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. C'est cette opinion que j'ai de ce problème, à savoir qu'on n'aurait pas dû changer ces paroles. Ces paroles que les Normaliens, qui étaient pourtant très, très, très sensibles, très sensibles sur leur avenir de pays indépendant. Parce que le Cameroun est un pays indépendantiste depuis toujours. Depuis le jour où les Walais ont signé le traité de Machin avec les Allemands. Les Normaliens étaient très très entichés, n'est-ce pas, de leur qualité de futurs citoyens d'un Cameroun indépendant. Et quand ils ont sorti, quand ces Normaliens ont préparé leur hymne, ils l'ont fait comme un hymne national plein, dans le sens historique aussi bien que du présent, même de la situation présente du Cameroun. Il se disait que le Cameroun n'était pas une colonie à quelqu'un, une colonie de quelqu'un. C'était un pays qui était sous la tutelle de la Société des Nations et tout simplement confié à la France pour nous former. Vous êtes donc un peu d'accord avec ceux des Camerounais qui disent qu'il va falloir que le gouvernement pense à faire un référendum sur le problème de cet hymne qu'on a changé? C'est tout à fait mon avis. C'est tout à fait mon avis. Ngaba l'avait écrit, quand Ngaba était rapporteur, ce qu'il avait écrit était dans ce sens. À savoir que cet hymne avait été créé à un moment où nous nous débattions pour devenir des gens cultivés, c'est-à-dire des gens appelés à être des citoyens d'un pays, des citoyens pleins, c'est-à-dire mentalement, intellectuellement et moralement. J'ai été ravi de trouver quelqu'un qui pense comme moi et comme beaucoup de Camerounais. Alors, cet entretien tire à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous dire que toute l'équipe de Canal 2
par ma voix, vous remercie pour la contribution que vous venez d'apporter à l'histoire de notre pays. Car la tribune de l'histoire, cette émission, ce que nous en voulons, c'est de pouvoir avoir des témoignages des gens qui ont vécu, des témoignages vrais, pas des témoignages fabriqués pour des raisons politiques ou pour telle ou telle raison. Alors, Papa Ebongo, je veux vous remercier une fois de plus. Mesdames, Messieurs, pour ce soir, la tribune de l'histoire est terminée et je vous espère nombreux pour la prochaine tribune de l'histoire. Mama mnama yeye no obosowango mende bukate ba isewa milakisano onyola myomema mese na bolino dena dubena omendela kisemba mama na yeye no oboso Ogo Nentepu Kate Baise Wabira Iso Onyora Yome Mame Senabo Ino Tenatu Misodi na mabuise no obisoma mine bukate oje ya mimi obema banu mausane wa uponda yese dena pitena omenera kisemba